Et ce problème, c'est celui qu'on retrouve, c'est le problème structurel qui fait que la finance verte est un oxymore. S'ils continuent, c'est parce que c'est la logique des affaires. Eux, ils n'ont qu'un rêve, c'est qu'on leur propose plus d'actifs verts investissables. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts à faire le chemin, ils ne sont pas prêts à... Oui, mais on revient au même problème, ouais, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'investir dans quelque chose de rentable. Voilà. Et or, tout ceci n'est pas rentable. Ah ouais, non. Mais c'est bien pourquoi on tape dans le mur. Finance verte. 2 mots magiques qui permettraient, selon certains, de résoudre la crise climatique. Rien que ça. La finance verte, les entreprises, les banques ou encore les responsables politiques adorent ça. Ces obligations vertes et autres fonds responsables pourraient être la solution. Ce sont eux qui pourraient sauver la planète sans que nous ayons à bouleverser nos modes de vie ou notre système économique. La France a émis en janvier pour 7 milliards d'euros d'obligations vertes, les Green Bonds. C'est la plus grosse opération de ce type jamais réalisée. La finance sera verte ou ne sera pas. En France, nous veillons à ce que les épargnants puissent facilement souscrire à des fonds verts, dans de bonnes conditions, et dans le cadre des produits d'épargne les plus répandus. Même après l'accord de Paris sur le climat, les banques ont continué à financer largement les énergies fossiles. Entre 2016 et 2020, les 60 plus grandes banques dans le monde ont consacré 3 800 milliards de dollars aux entreprises actives dans les énergies fossiles. Seulement, la réalité est bien plus compliquée que ça. Ces entreprises qui se sont mises au vert sont-elles si durables que ça? Les banques qui assurent sauver la planète avec leur mode de financement ne sont-elles pas plutôt en train de la détruire? Pour Alain Grandjean et Julien Lefournier, le récit proposé par la finance verte ne colle tout simplement pas à la réalité. Les marchés financiers, livrés à eux-mêmes, ne peuvent pas nous sauver du désastre écologique puisqu'ils en sont à l'origine. Pour en discuter aujourd'hui, j'accueille donc Julien Lefournier. Bonjour. Lefournier, bonjour. Vous avez travaillé pendant près de 25 ans dans les banques, notamment à la Société Générale et au Crédit Agricole. Vous avez travaillé sur les marchés financiers. Aujourd'hui, vous avez quitté les banques et vous intervenez dans différents groupes de travail pour sensibiliser aux limites de la finance verte. Et vous venez de co-signer avec l'économiste Alain Grandjean ce livre, L'illusion de la finance verte, qui est préfacé par Gaël Giraud, qu'on avait aussi reçu à Blast. C'est aux éditions de l'Atelier. Et alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais revenir un petit peu sur votre parcours, parce que je trouve assez étonnant. Vous avez longtemps donc travaillé dans la banque, on l'a dit, vous êtes même ancien trader. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous avez décidé de non seulement de quitter le milieu bancaire, mais en plus de le critiquer? Alors, c'est deux choses qui sont à la fois liées et pas liées. Je pense à cette histoire de finance verte qui a joué son rôle, puisque je l'ai vu naître et se développer de l'intérieur. Et ça ne m'a pas paru quelque chose de très constructif et très porteur. J'ai trouvé que c'était plutôt trompeur. D'ailleurs, je m'y suis opposé personnellement à l'intérieur de la banque. Donc j'ai gagné quelques toutes petites batailles et clairement j'ai perdu la guerre, vu ce qu'est la finance verte aujourd'hui dans l'univers bancaire et j'allais dire dans l'industrie financière en général. Mais il y avait d'autres éléments plus personnels liés à mon départ. Par contre, le fait d'avoir quitté la banque m'a permis de l'extérieur, puisque donc une entreprise, c'est pas du tout un environnement démocratique dans lequel on peut s'exprimer librement et surtout publiquement. Et du coup, ayant quitté la banque, j'ai pu aborder ce sujet qui me paraissait important. On va en venir justement au cœur du problème que vous décrivez de manière extrêmement détaillée dans ce livre. C'est vraiment une démonstration, je vous le disais hors antenne, presque un peu trop théorique, parce qu'elle est extrêmement précise. Il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de citations sur les limites de la finance verte, voire c'est une destruction même de l'idée de la finance verte. Et avant qu'on puisse rentrer un peu plus dans les détails, j'aimerais qu'on définisse ce qu'est la finance verte pour les gens qui nous regardent, qui ne savent pas forcément ce que c'est. Alors, quand j'ai cherché la définition de la finance verte, je suis tombée sur celle du gouvernement actuel. Il y a une page entière sur le site du gouvernement qui est dédiée à la finance verte. On peut y lire que la finance verte, c'est l'ensemble des opérations financières qui concourent à favoriser la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition ? Oui, je dirais que parce que le gouvernement ne dit pas que des choses intelligentes, mais là, vraiment, sa définition en elle-même, elle ne pose pas de problème. Parce que souvent, on dit verte, finance verte, ce qui a un côté un peu enfantin quand on utilise des couleurs, la classe jaune, la classe rouge, on prend un peu les gens pour des idiots. La finance verte, de ce point de vue-là, donc on pourrait la voir effectivement comme un sous-ensemble de la finance durable, parce que la durabilité, ce serait un peu plus général que ça, c'est-à-dire au lieu de se préoccuper d'être seulement préoccupé par les bénéfices d'ordre climatique,
on rajouterait des bénéfices sociaux, d'autres types de bénéfices. Donc, la définition en elle-même ne pose pas de problème. Là. Donc, en gros, c'est vraiment l'idée de financer tout ce qui va pouvoir lutter contre le réchauffement climatique. Donc, est-ce que ça implique d'arrêter de financer les entreprises qui polluent? Exactement. Là, vous mettez d'emblée le doigt sur, je pense, un problème majeur, c'est-à-dire qu'on est invité avec cette définition de gouvernement à regarder, à mettre le projecteur sur un petit bout de la finance. Okay, j'allume un projecteur et puis je mets un petit bout de la finance qu'on appellerait verte. Déjà, c'est en contradiction avec ce que dit le ministre Le Maire, puisque même lui dit très justement la finance sera verte ou ne sera pas. La finance sera verte ou ne sera pas. C'est-à-dire, il en fait un tout, évidemment. La finance, c'est un système. Donc, il faut la voir comme un ensemble. C'est-à-dire que si je mets sous le projecteur qui va bien 1 euro dans la machine verte pour financer du photovoltaïque, de l'éolien, des énergies renouvelables intermittentes, très bien. Mais si dans le même temps, avec la main gauche, où là je suis loin du projecteur, le public ne le voit pas, mais je mets 3 euros dans la machine brune pour continuer à financer le développement des énergies fossiles, voire de nouvelles explorations, ça ne va pas. Ça, c'est un truc de magicien. Okay, le magicien, il a 2 mains, et avec une main, il attire votre attention sur un truc qui est justement destiné à vous faire oublier ce qu'il fait avec l'autre main. Voyez ? Donc là, le principe de la finance verte, telle qu'elle est vendue, j'allais dire généralement, c'est ça, c'est montrer pour cacher. Voilà. C'est pour ça qu'on a écrit le bouquin, parce que nous, on voudrait montrer l'ensemble. Pour ceux qui nous regardent, pour vraiment comprendre pourquoi on fait cette émission aujourd'hui, pourquoi vous avez écrit ce livre, il faut comprendre l'impact de cette finance de manière plus générale sur l'environnement. Et pour ce faire, il me semble qu'il y a un rapport que j'ai trouvé en tout cas très éloquent, c'est celui de l'organisation Oxfam, qui est intitulé « Comment les banques françaises aggravent les changements climatiques ». Et on y apprend que l'empreinte carbone des grandes banques françaises, elle représente près de 8 fois les émissions de gaz à effet de serre de la France entière, et qu'au rythme actuel, les grandes banques françaises nous emmènent vers un réchauffement climatique à plus 4 degrés d'ici à 2100, ce qui est donc très loin de l'objectif des plus 1,5 degrés qui était recommandé par les scientifiques. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec ces chiffres? Et pour vous, quelle est la responsabilité des banques dans la crise écologique? Alors, je comprends le message d'Oxfam. Je suis strictement pas d'accord avec la présentation au sens où, quand on parle de l'empreinte carbone des banques, on fait des raisonnements qui sont un petit peu difficiles. C'est-à-dire que le physique, c'est une chose, d'accord ? Ce verre, et là, il y a des gens qui ont beaucoup travaillé depuis très longtemps pour nous apprendre ce que c'était qu'une empreinte carbone, un bilan carbone. On sait les gaz à effet de serre qui ont été émis pour la fabrication. Quand on est dans l'univers financier, maintenant, donc si vous prenez par exemple, je ne sais pas, cette entreprise qui fabrique ce verre, je ne sais pas comment elle s'appelle. Duralex. Duralex. Eh bien, si je sais déterminer l'empreinte de Duralex, qu'est-ce que ça veut dire d'être actionnaire ou d'être prêteur de Duralex? C'est pas la même chose. Et donc là, aujourd'hui, il y a des passages qui sont un petit peu rapides de l'un à l'autre. Voilà, parce qu'on veut frapper les esprits. Alors, là où Oxfam a raison, c'est évidemment, si je finance, c'est tout à fait juste, si je finance Duralex ou si je finance Total, et que, on a un impact écologique. Et que, bien entendu, c'est pas du tout, je ne dis pas le contraire, on a évidemment un impact. Si je donne des moyens à Total pour se développer dans l'Arctique, j'ai un rôle évidemment tout à fait néfaste vis-à-vis du réchauffement climatique. Simplement, là où je ne suis pas d'accord, c'est que je ne suis pas d'accord pour qu'on compare des pommes avec des poires. Je ne suis pas pour qu'on simplifie les choses. C'est jamais utile de brouiller un petit peu les pistes. Il faut attaquer la finance de manière extrêmement rigoureuse à mon sens. Maintenant, le message, il est clair. C'est pour ça que les ONG, vous parliez d'Oxfam, et moi, je regarde parfois ce que fait Reclaim Finance, par exemple, Lucie Pinson, et c'est très utile, c'est vraiment très intéressant d'établir justement l'impact des banques, évidemment, les prêts des banques, l'impact des prêts des banques, mais c'est pas la peine de les mesurer. En tout cas, c'est pour essayer de faire comprendre le rôle crucial qu'elles peuvent avoir. C'est un message qui est fondamental, surtout s'agissant des banques. Le problème, c'est pas ce que les banques ont fait par le passé, depuis un siècle. Et, parce qu'elles ne savaient pas, c'est ça que vous dites? Oui, enfin, le sujet est sur la table depuis 40, 30, 20 ans, on va dire. Bon, en tout cas, certainement pas 100 ans. Le problème, c'est qu'elle continue. Le problème, c'est qu'elle continue.
Le problème, c'est qu'en 2022, on continue comme si c'est don't look up. Enfin, je veux dire, on a des messages, on parle d'urgence climatique, on a des mots qui vont dans un sens, en fait, ils sont perdus dans le vent, et de l'autre, on a la réalité. Et la réalité, c'est ce que je vous disais tout au début, c'est pas le petit projecteur qui va braquer les financements qui vont bien au bon endroit, c'est l'ensemble. Et c'est là où les ONG que vous citez, Oxfam, Reclaim Finance, sont utiles, parce qu'elles font ce travail, et elles montrent justement que les grands assureurs, que les grandes banques continuent à prêter au secteur polluant, et dans des proportions inimaginables. Reclaim Finance a montré que depuis l'accord de Paris, ces financements sont très importants, on parle de dizaines de milliers de milliards, et en tendance, ils ont augmenté. Donc, c'est pas qu'ils sont... C'est même pas que c'est stable. Voilà, c'est même pas que c'est stable, ça a augmenté. Hein, voilà. Donc, ça c'est proprement terrifiant, en fait. Parce que quand une banque finance, faut que les gens comprennent, quand les gens financent un équipement, une centrale thermique à charbon, par exemple, puisque même les banques françaises peuvent le faire, elles ont pris des engagements uniquement sur le charbon, mais à partir de 2040. Hein. Donc là, au moment où on se parle, vous et moi, il y a 300 centrales thermiques à charbon qui vont être mises en œuvre, essentiellement en Asie, dans les 5 prochaines années. Ces équipements, c'est des centrales thermiques performantes, jeunes, elles sont destinées à tourner pendant 30, 40, 50 ans. Donc, quand je mets 1 euro aujourd'hui dans ces équipements-là, j'envoie des gaz à effet de serre pendant les 30 à 50 prochaines années dans l'atmosphère. C'est là qu'on comprend la responsabilité des banques. Voilà, alors qu'on nous dit on a un budget carbone, on en a pour 10 ans. Et après, il faut être au net zéro. Donc là, il y a une contradiction majeure, il y a une orthogonalité majeure qu'on a absolument raison de dénoncer avec toute la puissance possible, parce que c'est dramatique. Alors, vous le dites, effectivement, les banques semblent ne pas avoir pris du tout la mesure de l'urgence, en fait, et de la nécessité de changer complètement les modes de financement. Mais ce qu'on comprend, en tout cas, moi, ce que j'ai compris en lisant votre livre, c'est que c'est un petit peu dans l'ADN des marchés financiers de fonctionner de cette façon, parce que les marchés financiers sont guidés par une logique de rentabilité. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu cet aspect-là ? Ben oui, je pense que c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire, puisqu'on parlait des banques, mais on peut parler des autres investisseurs, les banquiers ne sont pas plus bêtes que les autres, ils ont parfaitement compris le risque climatique, en tout cas pour une partie, mais s'ils continuent, c'est parce que c'est la logique des affaires, ok ? Vous êtes une banque, aujourd'hui vous dites, alors pétrole non, alors, pas 2040, aujourd'hui, pétrole non, gaz non, charbon non, vous vous coupez d'une bonne partie du business. Donc, vous avez un désavantage, vous êtes désavantagé par rapport à vos concurrents qui, eux, vont continuer à financer ces secteurs qui sont parfaitement rentables pour les banques. Donc là, on a un vrai problème. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça. Et ce problème, c'est celui qu'on retrouve, c'est le problème structurel qui fait que la finance verte est un oxymore. C'est-à-dire que la finance, c'est quand même un univers dans lequel on vend de la performance financière, hein. Vous êtes un particulier ou même vous êtes un fonds de pension, vous allez voir un gestionnaire d'actifs ou votre banquier et il vous met en avant des fonds avec leurs performances, qui rapportent, etc. C'est ça le produit qui est acheté par le consommateur, c'est de la performance financière. Ils n'achètent pas un avenir riant, ils n'achètent pas de l'égalité homme-femme. C'est ça que vous dites, c'est que c'est un gain monétaire qu'ils recherchent et pas un gain de bien-être, pas un gain d'autre chose. C'est ça. Et c'est facile à comprendre parce que d'abord, c'est ce que fait la finance depuis toujours. Et ça n'a pas changé. C'est difficile à changer parce que si vous me dites, OK, on change. Ah, OK. Mais qu'est-ce qu'on prend comme critère à ce moment-là ? C'est quoi le critère ? En fait, ça bouleverse le concept même de marché financier. Il faut trouver des critères. C'est quoi le critère alternatif ? Parce que quand on est dans une logique d'atténuation, ça veut dire qu'il faut modifier son processus de production. C'est un coût, en fait. OK ? Si aujourd'hui, vous êtes une entreprise et puis vous balancez vos produits chimiques dans la rivière, si je vous demande d'arrêter ça, ça coûte énormément d'argent. C'est pour ça que c'est fait. Si c'est fait, c'est pas que les gens sont mauvais ou aiment polluer. C'est parce que ça a un coût de ne pas le faire. Hein ? C'est ce qu'on appelle une externalité négative en économie. Tout est comme ça. Et les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est une externalité négative. Personne n'est là pour faire la police, l'atmosphère est ouverte à tous et on balance les gaz à effet de serre. Mais si vous voulez produire plus proprement, ça a un coût. Ça, il y a un consensus là-dessus. C'est pas un propos d'ultra-gauchiste. Nous, avec Alain, ce qu'on pense, c'est que
ça ne suffit pas. D'abord, il faut regarder le tout. Donc, le petit coup de projecteur sur la finance dite verte, ça ne suffit pas. Comme le disait le ministre, c'est toute la finance qui est verte ou qui ne l'est pas. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il ne s'agit pas d'amener ses billes au bon endroit. Il faut quand même on est en finance, là. Il faut demander à quel prix. À quel prix est-ce que la finance fait sa part? C'est pour ça que je parle souvent de l'obligation verte. Dans le bouquin, j'en parle. Parce qu'une fois qu'on a dit... Parce qu'il y a des gens qui nous disent, oui, mais la finance est verte parce qu'elle prête... elle finance le photovoltaïque ou l'éolien. Oui, mais à quelles conditions? Parce qu'en fait, c'est l'État. L'État, il y a un rapport de la Cour des comptes qui a évalué le niveau des subventions aux énergies renouvelables intermittentes à 120 milliards, c'est plutôt 150 milliards. Donnez-moi 150 milliards, hein, et je vais rendre pas mal d'actifs rentables. Oui, c'est ça qu'il faut. C'est-à-dire que c'est l'État qui est prié de financer les marchés financiers pour qu'ils deviennent un peu verts. Voilà, c'est pas de financer les marchés financiers, mais c'est de contribuer à rendre ce qu'on appelle l'actif investissable. Alors, soit en baisse. Pourquoi c'est pas juste de dire que l'État finance d'une certaine manière les marchés financiers? Ça peut être du financement, mais pas forcément. Ça peut être des garanties, ça peut être c'est pas forcément. C'est quoi une intervention publique très forte? En tout cas, cet actif qui structurellement, comme nous dit le Bill Gates, et il part mal. Il part mal parce qu'il est plus cher. Bien les financiers attendent, les bras croisés, que l'État aligne les milliards pour que l'actif soit donc devenu investissable. Et à ce moment-là, vous avez tous les financiers qui déboulent, il n'y a aucun problème. Oui, c'est ça, ce que vous dites, c'est qu'en fait... Mais pour nous, là, alors on est au bon endroit, dans les bons cas, hein, parce qu'on finance vraiment des actifs verts cette fois-ci, et pas des centrales thermiques à charbon. Donc, on a la première condition qui est satisfaite, effectivement, le sous-jacent est bien vert, mais on n'a pas la deuxième condition, qui est que la finance fait sa part. La finance ne fait pas sa part, elle fait juste son métier, en fait. Mais c'est ce que vous dites, il y a une phrase qui m'a marquée dans le livre, vous dites « Personne ne sait ce qu'est un investisseur vert ou durable, il n'en existe pas par définition. » Et vous faites la démonstration de la logique de l'investissement, que vous venez de faire aussi ici, et vous en arrivez à cette conclusion, un investissement responsable n'est permis que si et seulement s'il n'est pas responsable. Ouais. Est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu cette phrase? Pourquoi? Ça, c'est le grand débat sur le fait qu'on ne sache pas ce que c'est qu'un investisseur vert, c'est factuel. Il n'y a pas de définition, vous regardez partout. Donc je peux me décréter, je suis investisseur, j'ai un fonds, je peux dire je suis vert. Personne ne va me chercher des poux en me disant c'est pas vrai, je suis libre. Ce que je veux dire par là, c'est que derrière cette imprécision, j'allais dire volontaire, où chacun peut se marketer du coup comme il veut, comme bon lui semble, on touche quand même un nœud gordien là-dedans, qui est le suivant. C'est ce qu'on appelle la responsabilité fiduciaire. Ça, c'est pas du tout rigolo, c'est hyper sérieux en finance. Il faut expliquer ce que c'est que le terme de responsabilité fiduciaire. La responsabilité fiduciaire, fiducia, ça veut dire confiance en latin. Donc ça dépasse la finance. Hein. Il y a une responsabilité fiduciaire avec les avocats, c'est les gens qui défendent vos intérêts, d'accord? Et en finance, c'est qui vous placez votre confiance. Voilà, c'est très fort en finance parce que vous confiez de l'argent, tout le monde confie de l'argent. Hein. Vous n'allez pas gérer vous n'allez pas boursicoter, acheter tous les jours. Il y a des gens qui font ça, hein, il y a des passionnés, mais pas vous. Et donc, vous n'allez pas acheter et vendre des actions en bourse tous les jours, faire tourner votre portefeuille, faire des arbitrages. Bon, bref. Donc, et les Français font assez peu ça, statistiquement. Donc, ils achètent des parts de fonds et ils confient ça à ce qu'on appelle les sociétés de gestion, des gestionnaires d'actifs. C'est eux qui font ça pour eux. Voilà. Et c'est là que le principe fiduciaire est clé. Responsabilité fiduciaire. Si vous confiez votre argent à quelqu'un, vous devez absolument lui faire confiance, d'accord? Et comme en finance, l'avenir est complètement incertain, on ne peut pas répertorier les cas. Alors demain, si LVMH monte, on vend, à quel prix, combien? Bon, bref. Donc c'est une vraie délégation qui s'appuie sur cette confiance. Et une fois que vous avez dit ça, c'est quoi le principe? C'est quoi le moteur de la personne à qui vous avez confié? Voilà. C'est de veiller à vos intérêts, mais vos intérêts financiers. Et puis vos intérêts ne sont pas les intérêts de la planète. Exactement. Vos intérêts financiers vous ne ne sont lui avez pas dit de sauver le monde. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Je reviens toujours aux critères. Donc, il n'y a que les euros qui se comptent bien. Et donc, les investisseurs auxquels vous avez confié votre argent doivent, si vous voulez, en gros, maximiser le rendement, ajuster du risque. C'est ça leur rôle. C'est ça la responsabilité fiduciaire. Vous écrivez « Comment voulez-vous que les marchés, qui sont le lieu de la liberté de spéculer au sens neutre, de pouvoir acheter ou vendre comme on veut, nous amènent à la condition voulue en termes de stock de gaz à effet de serre en 2030 ? Par quel miracle exactement ?» Certains vont nous dire que ça passe par la taxe
carbone. Qu'est-ce que vous pensez de cette taxe carbone ? Oui, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment être le dernier des défenseurs de la main invisible d'Adam Smith, à laquelle lui-même... Enfin, je veux dire, quand Adam Smith parlait de la main invisible, il parlait pas... J'adorerais, alors ça, dans mon scénario fou, j'adorerais qu'il y ait Adam Smith à notre table ici et qu'on puisse lui parler du problème climatique, parce que c'est un type brillantissime et beaucoup plus nuancé que ce qu'on en rapporte parfois. Il a été instrumentalisé par les libéraux de manière éhontée. Et donc, effectivement, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a aujourd'hui un discours de la finance verte qui s'inscrit comme ça dans cette... il y a qu'à... logique de la main invisible du marché qui autorégulerait le marché. On va laisser les financiers. On leur dit juste... alors, on leur dit pas, d'ailleurs, c'est vert, parce qu'aujourd'hui, dans le vert, vous avez compris que c'était compliqué. Oui, il n'y a pas d'autorité pour dire qu'est-ce qui est vert et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et puis, la taxonomie qu'on attend depuis... ça a l'air de s'enfoncer plutôt que de sortir par le haut. Avec les débats sur le nucléaire, on voit bien qu'on n'est pas sur un jeu scientifique, mais politique, puisque les Français veulent le nucléaire, les autres veulent le gaz. Ces gens-là qui ne sont pas d'accord entre eux sont d'accord quand même entre eux pour dire aux autres on va faire les deux, du coup, dans une espèce de neutralisation. Enfin bon, c'est du délire. Mais du coup, là, on est dans vraiment la mythologie des marchés qui s'autorégulerait, qui nous sauverait comme ça, alors qu'on n'a jamais vu que les marchés nous sauvent de quoi que ce soit. Je ne sais pas, donnez-moi un grand problème du monde et dites-moi... Les catastrophes naturelles, les inégalités, les tsunamis, inégalités. C'est drôle parce que récemment, on entend les gens nous faire toujours la même réclame du capitalisme et de la finance qui va avec, en disant oui, mais on a sorti les gens de la pauvreté, on a fait... Mais non, c'est pas le capitalisme. Alain m'avait donné un exemple, par exemple... on dit, regardez quand même le temps de travail, etc. Autrefois, les enfants travaillaient, oui, mais c'est pas le capitalisme. C'est des c'est des combats, c'est des luttes. C'est les gens qui ont lutté pour... ça, c'est des échelles de temps longues, 19e, 20e, des droits... C'est l'interventionnisme étatique qui a donné ces droits-là. Des lois. Interdiction du travail des enfants, d'abord réduction du temps de travail des enfants, interdiction du travail des enfants, réduction du temps de travail, droit de grève. Enfin, je veux dire, c'est... Et maintenant, on nous met une grosse bouillie en nous disant non. Mais tout ça, c'est pas fait dans le siècle actuel. Non, mais dans le siècle actuel, cette présentation n'a pas changé. Je suis fasciné là. Je lis un bilan écologique du quinquennat Macron. Bon, je lis et je vois Notre-Dame-des-Landes, abandon du projet d'extension. Mais c'est comme si c'était à mettre à son actif, à son crédit. Alors que c'est les zadistes, enfin, c'est les gens qui ont lutté pendant, je sais pas, ça a duré très longtemps, ça a été le feu, ça a été chaud. C'est les gens, et c'est au bilan, c'est-à-dire qu'il y a une récupération, vous voyez, politique d'un combat citoyen, c'est ça que vous voulez dire. Donc, alors effectivement, c'est lui qui a entériné que non, on n'allait pas envoyer l'armée tirer sur les gens pour mettre fin à cette lutte. Quoi qu'il y a eu des blessés très graves. Il y a eu des blessés graves. Mais c'est les gens qui ont lutté, qui ont porté qui ont forcé la chose. Vous voyez, donc il y a cette réécriture, cette réinvention permanente autour du libéralisme qui est assez étonnante. Et donc pour vous, la taxe carbone, elle fait partie du libéralisme. Alors la taxe carbone, moi je suis pas économiste, Alain a beaucoup travaillé sur ces questions justement. Moi j'ai pas un point de vue définitif. Dans un monde idéal, ce serait génial, ok ? Maintenant, on sait que c'est complètement impraticable parce qu'il y a des différences entre les pays. Rappelez-vous les gilets jaunes, parce que la taxe carbone, c'est bien pire que... les gilets jaunes, le point de départ des gilets jaunes, c'est une taxe sur le carburant. Oui, bien sûr, qui est une forme de taxe carbone. Et on a vu ce que ça a donné. Bon. Donc, il ne faut pas se bercer d'illusions. Et imaginez aux États-Unis, à moitié trumpiste, où les types ont des pick-up qui consomment, je ne sais pas, imaginez la version américaine de la taxe carbone, je pense que c'est la guerre civile. Donc, il y a une partie des gens, on le sait, qui proposent ça, qui le font de manière cynique, c'est-à-dire qu'ils savent que ça ne se fera jamais. On a même des pétroliers aux États-Unis qui disent ils sont pour la taxe carbone. Bien sûr, ils sont pour la taxe carbone, parce qu'ils savent que ça ne se fera jamais. Donc, ça leur permet de présenter un visage avenant et avec une solution. Puis surtout, elle permet de quand même polluer. Voilà, puis on est dans le marché, puisque voilà. Mais après, sur un plan pratique, c'est une vraie difficulté. Encore une fois, sur le plan de l'idée, c'est excellent. Au niveau de l'Europe, pour faire la différence entre l'intérieur et l'extérieur en fonction compte tenu de la différence de sévérité des réglementations.
Mais là aussi, ça va être d'une difficulté inouïe. Donc, le problème, c'est que tous ces gens qui agitent ça, si vous voulez, c'est pas des débats qui sont en phase avec l'urgence climatique. C'est ça que vous écrivez. Quand on rappelle que le budget carbone, c'est 10 ans, je reviens toujours à mes 300, parce que ça, c'est physique. Hein. Mais 350 gigatonnes divisé par 35, ça fait à peu près 10. Vous voyez, le premier bond vert, il a été émis en 2008 par la Banque mondiale. On est en 2022. Et là, l'Union européenne vient d'échouer à se mettre d'accord sur la taxonomie. Bon, alors, je veux dire, les années passent. C'est ça qui ne va pas, en fait. C'est l'inaction politique. Oui, bien sûr. On ne peut pas continuer à donner les clés de l'avenir au marché financier. C'est ça que vous dites. Parce que dans l'intervalle, on ne fait rien, en fait. Ce qu'on a fait, c'est du décor. Et d'ailleurs, je veux le dire, parce que j'ai l'air comme ça hyper... il faut savoir qu'il y a quand même plein d'investisseurs qui sont d'accord avec ce qu'on dit. C'est-à-dire que pour eux aussi, tout ce qui est fait là, c'est totalement insuffisant. C'est-à-dire que c'est comme si ils rongeaient leurs freins en attendant des mesures, des décisions qui ne viennent pas. Certains la taxe carbone, alors chacun ses solutions. Là, vous dites certains investisseurs sont d'accord, ils ne sont quand même pas en majorité aujourd'hui. J'arrive pas à parler de majorité ou de minorité, mais il faut savoir qu'un investisseur, vous êtes un assureur global, ok ? Vous avez donc des dizaines de milliers de milliards à investir. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous ne pouvez pas juste investir dans le projet bio de la boulangerie de votre village. Donc vous êtes forcé d'être investi dans l'économie telle qu'elle est. Il n'y a pas de choix. Donc c'est pour ça que moi je jette pas la pierre. Pourquoi ils pourraient pas investir dans plein de petits projets Parce que c'est une question d'échelle. C'est des échelles absolument voilà. C'est pour ça que eux, ils n'ont qu'un rêve, c'est qu'on leur propose plus d'actifs verts investissables. C'est-à-dire qu'ils sont pas prêts à faire le chemin. Ils sont pas prêts à. Mais on revient au même problème. Ouais, C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'investir dans quelque chose de rentable. Voilà. Or tout ceci n'est pas rentable. Ah ouais non. Mais c'est bien pourquoi on tape dans le mur. C'est-à-dire que toute cette finance verte reste dans le paradigme classique, où on veut libéral, où il y a une exigence de rentabilité qui est en réalité démente par rapport à la moyenne de la croissance attendue. C'est toujours voilà. Alors il y a des perdants et des gagnants. Tout le monde ne gagne pas forcément, mais c'est le jeu admis. Et dans ce paradigme-là, la fameuse prime verte dont on parlait, elle n'est pas financée naturellement par ces gens-là. Vous seriez désavantagé. L'exemple que je donnais récemment, c'était sur... c'est un Monopoly. J'ai pris l'exemple du Monopoly pour que les gens comprennent mieux. Donc on est tous autour de la table, on joue au Monopoly, d'accord ? Et puis il y a un investisseur responsable qui dit moi, les terrains bruns, j'achète pas, ok ? Allez. Il se fixe une règle supplémentaire. Et il dit, moi, j'achète pas les terrains bruns. Eh bien, avant d'avoir lancé le premier dé, statistiquement, ce joueur a perdu. Parce que vous pouvez faire tout ce que lui peut faire et plus. Donc, vous le dominez forcément. Et c'est ça le principe. Et évidemment, personne ne veut être hors jeu, vous comprenez ? Mais est-ce que le problème, en fait, c'est pas qu'on joue au Monopoly ? Alors, peut-être. Mais en fait, on joue au Monopoly. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et donc, cette personne ne veut pas être hors jeu. Et donc, elle ne va pas se fixer des règles draconiennes, des règles supplémentaires. C'est l'inverse. Les gens ont tendance à... C'est pour ça que les gens trichent. Ça ne vous a pas échappé. Les gens trichent parce que quand je ne suis pas une règle que les autres sont obligés de suivre, je gagne inversement. Okay ? Un délit d'initié, c'est illégal. Si je le fais, je gagne. Okay ? Donc, tout se tient. Et donc, vous voyez... et c'est pour ça que, pour ne pas avoir l'air d'être passif et de ne rien faire... La version soft, feel good de la finance verte, c'est prendre le pinceau, le tremper dans le pot de peinture, mettre du vert partout, en attendant que les États fassent des choses, ou pas. Mais c'est complètement aléatoire, en fait. Et alors, vous évoquez un autre problème dans le livre que poserait la finance verte, et c'est un problème qu'on attend un petit peu moins, c'est un problème démocratique. C'est-à-dire que de mettre le sort de la sauvegarde du climat dans les mains de ceux qui détiennent, et uniquement ceux qui détiennent les actifs financiers, c'est un petit peu une sorte de retour pour vous à un suffrage censitaire. Seuls les possédants auraient donc voix au chapitre dans ce contexte. Pour vous, c'est carrément un déni de démocratie. Pourquoi ? C'est dit de manière simple, en fait. C'est-à-dire que si on dit, je rappelle le film, la finance, c'est le nerf, voilà, on en revient toujours au nerf. Ben, si on dit que c'est le nerf qui dirige le corps, c'est lui donner un... Dans la métaphore d'un corps humain que vous utilisez aussi voilà, dans le livre. Il y a un problème. Normalement, c'est le cerveau. C'est le cerveau.
Et donc, et du coup, c'est donné à ce qui est un outil, à ce qui devrait être un outil, une proportion. Une fonction de commandement. Voilà, complètement inimaginable. Et je dis suffrage censitaire parce que oui. Alors on déléguerait donc c'est ceux qui ont de l'argent finalement qui vont dire ah ça oui, ça non, ça vert, ça pas. C'est complètement fou. Et donc parce que déjà il y a une inégalité dans les pays qui ont voix au chapitre et il y a une inégalité à l'intérieur de ces pays. C'est-à-dire que comme ce n'est pas aujourd'hui l'action politique qui mène vraiment le sujet, qui prend les décisions, c'est-à-dire action politique par des dirigeants qui sont élus, en principe démocratiquement, en tout cas en France. Et donc, du coup, c'est pas démocratique puisque c'est du privé, donc des gens qui détiennent des actifs, bien sûr. qui décident de l'avenir de la planète aujourd'hui. Et il y a des études qui sont faites, qui sont intéressantes sur c'est quoi le profil type, justement, de ceux qui détiennent les richesses. Même en France, c'est des gens plus vieux en moyenne que vous. On peut le faire à l'échelle mondiale, donc évidemment, c'est un homme blanc, c'est bon. Ah, justement, ces chiffres m'avaient marqué, je les avais surlignés. En France, par exemple, le patrimoine net moyen d'une personne âgée de 60 à 69 ans représente 10 fois celui d'une personne âgée de moins de 30 ans, c'est-à-dire moi. Et donc, c'est ces personnes-là, plus âgées, qui décident. On parle évidemment de moyenne, de statistiques, ça ne concerne pas chaque personne individuellement, évidemment, mais qui décident de mon avenir à moi. Donc, on peut regarder, c'était une photographie très intéressante qui a été mise à jour depuis, par je crois, c'est l'INSEE, en fait. C'est l'INSEE en 2016. Tout à fait, mais elle vient d'être mise à jour. Elle dit la même chose, c'est peut-être un peu pire d'ailleurs, mais elle dit la même chose, elle donne la même photo. Mais on peut le voir entre les pays, évidemment, parce que c'est pas, évidemment, en moyenne, évidemment, c'est le vieux monde qui est beaucoup plus riche que les pays en développement. Ça va de soi. Et donc, cette délégation, en fait, crée une vraie difficulté. Moi, ça me va que l'État ait un rôle de premier plan d'investisseur social et environnemental de référence. Mais on voit aujourd'hui toutes les mains se tendre et les investisseurs responsables tendent pas la main parce que c'est les entreprises. Mais ils attendent ça pour avoir leurs actifs investissables verts. Mais ça fait beaucoup d'argent quand même. L'hydrogène vert, parce qu'il faut qu'il soit vert, sinon ça ne sert à rien. Les infrastructures, et donc ça, c'est de l'argent public. Et donc c'est notre argent. Bah oui, c'est l'argent de tout le monde. Et ça, c'est pour garantir des rendements excessifs, selon moi, donc aux financiers. C'est le ruissellement à l'envers. C'est tout le monde qui finance la rentabilité des actifs financiers de demain, d'aujourd'hui et de demain. Ça pose quand même question. Mais donc les personnes qui bénéficient de ces actifs financiers, la rentabilité de ces actifs financiers, n'ont absolument pas intérêt aujourd'hui à ce qu'on finance la transition écologique. Non, sauf si vous avez des déversements massifs d'argent public, c'est ce que je vous disais. Là, ce qui n'est pas souhaitable pour les inégalités. C'est pas souhaitable. Il vaut mieux ça plutôt qu'il ne se passe rien. Si c'est que je vous l'ai dit, que l'État joue un rôle, c'est normal, à mon avis, sinon il ne se passera rien. Mais, après, on reviendra plus tard sur la question. L'État ne peut pas tout, certainement. Et d'autre part, c'est impensable qu'il n'y ait pas... c'est la différence entre jouer son rôle, que les financiers soient là juste pour faire ce qu'ils font d'habitude, et faire sa part, prendre sa part de la prime verte. Ça me paraît essentiel. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il faut un changement de consommation, de mode de vie, c'est une révolution copernicienne pour lutter contre le changement climatique. Et la finance ferait ce qu'elle fait depuis 100 ans. Il n'y aurait aucun changement. Elle aurait toujours la même calculette et on ne lui demanderait rien. Et quel est l'intérêt de ces marchés financiers? Donc, c'est de la l'intérêt, c'est la com. L'intérêt, c'est la com, évidemment. Quand vous avez été comme ça, traîné dans la boue, ça a été très fort, 2008, ça a été lieu. Traîner dans la boue, vous voulez dire par rapport à l'opinion publique? Bien sûr. Mais d'un point de vue concret, il ne s'est quand même pas passé grand-chose. Absolument. Il n'y a pas eu de sanctions, il n'y a pas eu de transformation. Pas. Il y a eu des amendes dérisoires par rapport aux fautes commises. Et vous avez raison, c'est fou d'ailleurs d'imaginer ça. Parce que 2008, ça a provoqué, ça a été une onde de choc tellement importante que ça a provoqué ce que les Américains ont appelé la grande récession. C'est-à-dire le deuxième impact le plus sévère sur l'économie mondiale depuis la crise de 29. Oui, il y a des milliers de personnes qui sont retrouvées à la rue. La Grande Dépression, la Grande Récession. Donc c'est un choc absolument incroyable. Et c'est comme des dominos qui ont engendré donc, de l'endettement public à peu près partout, pas partout, à peu près partout, du sauvetage de banques, de l'endettement public, la crise de l'euro. C'est des crises sur crises comme des dominos. Et les banquiers ont dit non, finalement, nous, c'était circonscrit. Non, personne n'a eu de sanctions. On va pas revenir. À peu près pas. Pas revenir là-dessus. Mais donc du coup, oui, ça les aide à améliorer leur image. Il y a une impunité. Il y a une impunité réelle qui est préoccupante. L'aléa morale est délirant.
si vous regardez la finance verte, parce que ça vient de très très loin, comme on l'a dit, c'était encéphalogramme plat, à peu près. Ça intéressait personne. Et puis COP 21... regain de l'intérêt pour l'écologie. Pour le politique, c'est merveilleux. Parce que vous cochez 2 cases en même temps. Donc ça, les politiques, c'est passionnant, c'est la passion. C'est pour ça que l'État français aimait des OAT vertes, ils adorent. Parce qu'on coche la case, on va dompter les marchés. Vous vous rappelez le discours rétrospectivement délirant de François Hollande. Mon ennemi, c'est la finance. Donc on montre que... On a bien vu, on monte ses muscles. Et on dit, voilà, la finance, on la fait rentrer dans le rang, on l'amène là où on veut. Réorientation des flux. Bon, ce qui ne se passe pas. Et en même temps, la case écologie. Ah, elle n'est pas belle, la vie. Donc forcément, ça déchaîne des passions. Et avec ça, vous avez des gens qui n'y comprennent rien, qui n'ont jamais écrit un ticket, jamais fait une opération financière. Pour eux, le marché est une véritable abstraction. Ils n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Vous parlez de qui ? Des banquiers sustainable, alors les politiques. Oui, il y a des gens qui sont très très loin de ces sujets, je vous garantis. Si on faisait un petit questionnaire simplissime, on aurait des résultats assez sidérants. Et pourtant, c'est eux qui agissent. Parfois, oui, qui travaillent dans des groupes d'experts, sur la taxonomie, sur ceci, sur cela, sans avoir une compréhension des mécanismes à l'œuvre, en réalité. Justement, en parlant de compréhension des mécanismes à l'œuvre et d'explication de ce qu'est la finance verte, vous l'évoquez, il y a les journalistes. Et bon, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour discuter de votre livre. Et il est vrai que moi, je suis journaliste, je parle beaucoup d'économie et je ne vais pas mentir, je n'ai pas une connaissance approfondie des marchés financiers. Et c'est vrai qu'il est compliqué de faire comprendre. Enfin, si moi qui travaille dessus toute la journée, quand même, je ne comprends pas vraiment exactement les tenants et les aboutissants, c'est compliqué d'imaginer que la plupart des gens puissent avoir cette connaissance approfondie. Pour vous, quelle est la responsabilité des journalistes dans cette incompréhension, en fait, et donc du coup dans ce succès du discours de la finance verte? Parce que c'est un discours qu'on a vu dans beaucoup de médias, qui a été répété par beaucoup de journalistes, qui a été accueilli comme un petit peu la solution miracle. Pour vous, il y a un problème là de... Oui, je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème d'information. Hein. C'est un problème profond du coup, parce que quand votre responsabilité, c'est d'informer et que vous désinformez, là, il y a un vrai problème. Et après, moi, je ne cherche pas à lancer la pierre ici ou là. Je me dis, on peut faire une erreur, mais dans ce cas, il faut réinformer. Et c'est c'était une des motivations du livre, c'était de donner des éléments pour que les journalistes, soit qui s'y intéressaient pas, soit qui n'avaient pas compris. Parce que pour moi, c'est vrai que c'était flagrant. C'était, encore une fois... Vous parlez d'enfumage, oui, quand même, dans le livre. C'est une des motivations. Quand je vois depuis... donc j'ai lu pour voir... J'avais toujours l'espoir qu'il y ait un journaliste qui prenne le taureau par les cornes. C'est complexe, oui, c'est complexe, mais bon, il y a quand même des journalistes spécialisés. C'est là où on voit que ça pose problème de renoncer à la spécialisation, parce qu'après, je voyais vraiment des journalistes qui reprenaient vraiment les éléments de langage des banques. En fait, on leur donne un truc et puis ils recrachent une... Et c'est pas normal. Et c'est un entre-soi absolument complet. Puisque ça va très très loin. En fait, quand vous regardez typiquement un séminaire ou un machin, vous avez que des vendeurs de finances vertes. Forcément, vous n'allez pas avoir beaucoup de contradictions à l'intérieur de cette enceinte. Vous avez les vendeurs, vous avez que les vendeurs en fait, avec l'État qui joue pas son rôle en la matière. Franchement, il joue pas son rôle. En fait, on ne lutte pas, il n'y a personne. Non. Ce que vous expliquez, c'est qu'il n'y a personne, ni dans l'État, ni dans les médias, de manière significative, pour lutter contre ce discours que vous qualifiez d'enfumage. C'est général. Pourquoi il n'y a pas une mobilisation contre ? C'est le cas général du greenwashing. Vous trouvez qu'il y a une mobilisation générale contre le greenwashing ? Bon, je veux dire, le greenwashing, c'est plutôt le cas général, j'ai envie de dire. Là, les financiers ne sont pas tellement différents des entreprises. Un mot sur la position de nos décideurs politiques au sujet de la finance verte. Là, on vient d'établir un tableau quand même plutôt sombre de la finance verte. J'ai 2 citations que j'aimerais vous lire, qui ont été prononcées récemment par des membres du gouvernement. Donc, la première, c'est celle de Barbara Pompili, qui est ministre de la Transition écologique, qui nous dit que l'État et l'Union européenne s'apprêtent à engager des plans de relance massifs pour transformer notre économie vers un modèle durable et neutre en carbone. Il faut absolument que les investissements privés suivent le même chemin et que la finance verte change d'échelle. Et Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, lui, explique que nous devons préserver le leadership acquis par la place de Paris en matière de finance verte, tout en portant cette priorité au niveau européen. Nous allons approfondir cette feuille de route et mettre la finance verte au cœur de la relance économique avec un objectif
construire une croissance durable, innovante et respectueuse de l'environnement. Bon, ces 2 citations, elles vont vraiment, ces déclarations à l'encontre même de tout ce que vous venez de nous expliquer. Si on les écoute et si on vous écoute, on peut se dire que ce qu'ils nous promeuvent et ce qu'ils prescrivent est un plan bancal, voire dangereux. Est-ce que vous pensez qu'ils en sont convaincus ou que c'est tout simplement lié au caractère court-termiste du système politique dans lequel on est? Ça vous inspire quoi, ces déclarations? Là, il y a un vrai problème de circularité, parce que les financiers sérieux disent au gouvernement prenez des mesures, on vous suivra, mais faites des choses, dites-nous où on va, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a pas de cap. Hein. Et on dit c'est aux financiers de ce qu'on a parlé, la main invisible. Non, la main invisible, elle ne va pas trouver la solution de faire qu'on soit au net zéro dans 10 ans. Je ne crois pas. Hein. Expliquez-moi, donnez-moi un modèle. Hein. Déjà, il n'y a pas de théorie des cours boursiers. Okay, donc, c'est un petit peu... Voilà, il faut le savoir. On part de zéro. Partant de là, il n'y a pas un modèle qui nous dit, qui serait un modèle de la finance verte, qui nous dit il faut faire ceci, cela, et puis dans 10 ans, hein, puisque c'est la fenêtre, on va arriver au net zéro. C'est pas vrai. C'est des mots. En face, on met des dizaines de milliers de milliards, ça dépend. Enfin, personne ne compte, on s'en fout, parce que c'est des engagements. C'est comme les mots des politiques qui disent en 2050, oui. Alors, au lieu de baisser, on continue à monter. Donc, on va sauter. Le saut est de plus en plus vertigineux, parce qu'au lieu, on dit qu'il faut aller à zéro, et au lieu de descendre, on continue à monter. Bon, le temps se rétrécit. Vous voyez un peu Bon, la finance, c'est pareil. On additionne des choux et des carottes. Et d'ailleurs, dès qu'on prend un truc un peu concret et tangible, je pense au Fonds vert pour le climat. Vous savez, on avait promis aux pays en développement 100 milliards par an. On n'y arrive pas. Hein. Donc, on parle de dizaines ou de centaines de milliers de milliards. Et puis, quand on veut juste 100 milliards pour commencer, ce qui est très inférieur aux besoins, hein, on n'y arrive pas. D'accord ? Et dans les 80-70 milliards qu'on donne, il y a beaucoup de dettes. C'est-à-dire, ce n'est pas des dons, c'est de la dette. C'est des prêts. C'est-à-dire aux pauvres, vous vous endettez pour faire ce dont on parle. Hein. Donc pour vous, il s'égare là. Je vous ai dit, les 300 centrales thermiques à charbon sont en construction en Asie pour les 5 prochaines années. Et on sait que c'est ces pays-là qui vont émettre 80% des gaz à effet de serre dans les prochaines années. Donc le sujet, il est là. Donc, ce n'est pas les petits jeux de « je vends une action LVMH, j'achète ». Ce n'est pas les petits trucs de la finance ESG sur les portefeuilles. Il est où le transfert ? Parce que ces gens-là, il faut leur donner de l'argent pour qu'ils renoncent aux centrales thermiques à charbon. Vous imaginez en Inde ce que ça veut dire au plan social, hein ? Ce n'est pas cher pour eux. Donc, comment ça va se passer ? Et ça, la finance évite complètement. S'il y a un sujet qui est peut-être le plus important, c'est celui-là. Ça se jouera là, géographiquement. Malheureusement, c'est un sujet, c'est très risqué. Okay, ça fait partie des défis, les défis de la finance, de ce qui serait une vraie finance verte, c'est ça. Ça joue sur ce transfert. C'est pas fait. Et c'est pas évident. Dites, vous allez dire à la veuve de Carpentras d'investir ses économies en Inde ou en Chine ou dans un autre pays asiatique, c'est le risque payé. Enfin, c'est très compliqué, vous voyez. Donc là, les discours de Pompili, bon, c'est la même qui disait on va y aller tranquillement. Hein, à propos de, elle a dit on va y aller aussi tranquillement. Okay, donc je suis pas sûr que l'urgence climatique, quand on dit on va y aller tranquillement, on a toujours un petit peu cette ambivalence, mais il faut remettre les choses à l'endroit. La finance, c'est important. Mais c'est à eux de prendre des mesures. Je donne cet exemple, non pas que je sois moi-même anti-nucléaire, mais je donne cet exemple pour que les gens comprennent. Quand les Allemands ont dit on arrête le nucléaire après Fukushima, ils n'ont pas dit on va aller étrangler les financeurs des électriciens nucléaires. Non, ils ont passé des lois en disant le nucléaire c'est fini, avec un plan de sortie. Bam. Et donc, plan qui est plus que discutable sur le plan écologique. Voilà, mais... moi, c'est pour ça que je le dis juste pour voir, faut pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est ça que je veux dire. Donc, vous voulez quelque chose ? Vous êtes au gouvernement, vous êtes ministre de l'économie et des finances. On ne fait pas juste encourager la finance verte. Voilà. Et en plus, on ne l'encourage pas. Pour toutes les raisons qu'on a dites. Oui. Pour toutes les raisons qu'on a dites, c'est bien le problème. C'est-à-dire, ce qu'on peut faire, on ne le fait pas, et on est un peu dans l'évitement de l'essentiel du sujet. Donc ça ne va pas.
Très rapidement, une dernière question. Dans une conférence organisée par l'Institut Rousseau, donc à laquelle vous avez participé avec Alain Grandjean, le co-auteur du livre, Gaël Giraud qui a préfacé ce livre, Gaël Giraud dit que critiquer la finance verte, ce que vous faites, ce qui est assez rare, finalement, c'est dangereux et qu'on peut subir des pressions très fortes des lobbies. Est-ce que vous avez subi des pressions depuis que vous avez sorti ce livre ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on ne se fait pas d'amis. Ça, c'est clair. Parce que vous me disiez pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de voix contre la finance verte, etc. C'est parce qu'en fait, il y a une majorité de gens qui pensent que ça sert à rien, mais que ça fait pas de mal, d'accord ? Donc ils se disent laissons passer finalement, ça fait pas de mal. Et là, je suis en désaccord. Alain aussi est en désaccord. Tariq Fancy a écrit qu'il était en désaccord. Il a dit que c'était mortifère. On est en désaccord parce qu'en donnant l'illusion qu'on fait quelque chose, on perd du temps en fait. C'est ce qu'en métier on en parlerait de perte de chance. Donc là, je suis en désaccord. Ça fait du mal de tourner en rond et de faire croire qu'on fait quelque chose. Donc, on ne se fait pas d'amis, c'est sûr. C'est devenu un axe stratégique de développement pour les banques. Et donc, elles ne rigolent pas du tout avec le sujet et elles ne sont pas prêtes à reconnaître... Mais vous l'avez observé concrètement ? Oui, je l'ai observé, oui. Vous avez eu des pressions On a eu le cas avec Ivar Eklund, le premier article que j'avais écrit sur l'obligation verte, qui a été publié sur le site d'une chaire, a été retiré suite à l'appel d'une banque, par exemple. C'est tout de même assez... Donc c'est quand même assez clair. Oui, c'est assez clair, ouais. C'est assez étonnant, c'est complètement contre-productif puisqu'on a publié ailleurs, mais ça montre... voilà. Bon. Et d'ailleurs, je suis assez surpris que les journalistes n'enquêtent pas un peu plus en off, si vous voulez, ne parlent pas un peu plus à des financiers quand même. Parce que moi, il m'est souvent dit en off que j'ai raison. Je veux dire, c'est assez étonnant. Là. On a l'impression qu'on a affaire au monde politique. Il y a le on et le off. Et en off, on arrive... voilà. Même si en off, les gens disent « Ok, t'as raison », mais ils pensent, c'est assez étonnant. Ça va jusqu'au point où les gens me disent « Ok, on sait que tout ça, ça sert à rien, c'est du flan, c'est bidon, mais il faut en passer par là, c'est-à-dire faut remplir, il faut se surplace. » Alors, je ne sais pas avant quoi, moi, une sorte de saut quantique où à un moment donné, bim, ça tomberait d'un... Voilà. C'est assez étonnant. Écoutez, espérons que cette émission va donner de l'écho à votre point de vue, à votre propos. Je rappelle que votre livre « L'illusion de la finance verte » que vous avez coécrit avec l'économiste Alain Grandjean est disponible aux éditions de l'Atelier. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Julien Lefournier, d'avoir été avec nous. Merci, Salomé. Vous l'aurez compris, pour notre invité du jour, la finance verte est loin d'être la solution à la crise écologique. Au contraire, elle en est même une des causes. C'est une émission que j'ai un peu hésité à tourner, car j'ai conscience qu'elle est assez technique. Et j'espère d'ailleurs ne pas en avoir perdu beaucoup d'entre vous en chemin. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, moi ça m'aide à progresser. Alors dites-moi ce que vous aimez voir ici sur Blast, dans l'émission économique. Dites-moi si vous avez trouvé que le sujet était intéressant, si c'était trop complexe, ou si vous aimeriez que je développe cette thématique dans une chronique par exemple. Dites-moi aussi s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez que je traite ici. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter ou à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, c'est d'une aide immense pour nous. Et pour ceux qui le peuvent, je rappelle que Blast ne vit que grâce à son audience. Donc n'hésitez pas à nous faire un don ou à vous abonner sur blast-info.fr. Promis, on n'utilisera pas cet argent pour la finance verte. Et moi, je vous dis à bientôt.